Je vais me livrer à un exercice de conclusion maintenant pour clore ces 2 jours et demi. Je vais m'asseoir parce que j'ai beaucoup de papier et donc je vais essayer de jongler avec la situation, de construire une conclusion en direct. C'est un peu spécial, mais bon, on peut s'y risquer. J'ai d'abord... Je voulais juste encore faire une remarque à propos de l'exposé de Edith. Quand j'ai présenté des données sur la force de recherche dans le monde et les classements par pays ou peut-être ensemble de pays, l'Europe venait assez haut ou très haut dans la population de chercheurs, dans la production de recherche, et déjà les situations étaient un peu différentes quand on commençait à diviser par pays pour les budgets et pour les publications, mais nous voilà devant un cas où des institutions européennes extraordinairement dynamiques et inventives et qui savent se renouveler sur la longue durée incarnent aussi une Europe de la recherche qui ne figure pas simplement dans des statistiques, mais qui montre que l'Europe peut se construire aussi comme ça. Et ça, c'est un exemple à méditer, évidemment, constamment. Nous en avons eu d'autres exemples tout à l'heure, hier ou avant-hier, des grands équipements européens. Il faut garder ça à l'esprit pour savoir ce qu'est l'Europe. On a de l'Europe beaucoup de visions extraordinairement contrastées et pas toujours dans le bon sens de la dynamique, mais là, nous avons des exemples où dans la science, qui est par essence collaborative et internationale, eh bien, il y a, et on voit qu'il y a ici 80 nationalités, on voit que l'Europe est un réacteur nucléaire de production de recherche qu'il faut absolument, à la fois dont il faut être fier et qu'il faut soutenir, par-delà l'horizon des nations. C'était un premier commentaire. Un deuxième commentaire rapide permet de vous situer ce qui a été fait ici pendant ces 2 jours et demi. On a eu des présentations de cas sur le thème de recherche et innovation pour, en quelque sorte, entrer dans... soulever le capot de cas, ITER, qu'est-ce que c'est, le CERN, le MBL, le SPCI, Weizmann, ou même la Silicon Valley comme une agglomération de cas. Voilà une première approche possible. Et un bon échantillonnage de cas permet de se faire une idée précise de toutes les variables qui sont en interaction, évidemment, pour aborder ces questions dans toutes leurs dimensions, fondamentales, appliquées, innovation, etc. Sortir des généralités et des notions qui peuvent paraître abstraites. On pourrait passer son temps à dire, mais qu'est-ce que c'est au fond que l'innovation ? Eh bien, au lieu de se poser cette question, allons regarder comment les cas nous apprennent quelque chose sur ce qui se passe, et on voit que ce sont des matrices d'interaction beaucoup plus dynamiques et complexes et non linéaires que des définitions qui vous disent, voilà, c'est ça et ça, et donc il faut cocher telle et telle case, et hop, on a l'équation. C'est une première approche qui a été développée ici. Une autre a été autour de la relation entre ce que c'est qu'un amont du travail que serait la recherche fondamentale, un aval qui est la recherche appliquée, puis éventuellement ensuite ces applications industrielles qui entrent dans un autre cycle. Et nous l'avons vu pour la chimie, pour la physique, mais d'une autre manière pour les arts et la littérature, par exemple. On aurait pu prendre encore beaucoup d'autres exemples, mais ça, c'était et on voit qu'au fur et à mesure qu'on entre dans l'analyse, les choses se compliquent, évidemment. On a eu, mais au bon sens du terme, pas pour brouiller le message, mais pour additionner des situations qui sont par essence différentes. Les disciplines sont différentes, les problèmes sont différents, et la manière d'aborder ces problèmes est différente. Nous avons eu la présentation de problèmes dans les neurosciences. Qu'est-ce que c'est que la recherche sur la cognition avec cet exposé assez troublant, je dois dire, et fascinant et troublant sur la frontière entre cognition humaine et cognition non humaine, et comment rapprocher les non-humains des humains pour comprendre ce que sont les humains sans se désoler du sort fait aux non-humains. Et
comme objet d'expérience. Nous avons eu des présentations de problèmes. Qu'est-ce que c'est que retourner le temps à travers les ondes? C'est un sujet assez fascinant, je dois dire. Comment évaluer la recherche ou incorporer la nouveauté? Voilà un problème qui se pose à la fois aux chercheurs, mais aussi au-delà des chercheurs, on l'a bien compris. Qu'est-ce que sont des notions qui paraissent être à la fois naturelles et à double face, comme la notion de risque? La notion de risque peut être prise comme ce qui viole le principe de précaution, et donc c'est le dark side de ce qui est une menace, etc. Mais on a compris aussi que nous avons une vision extraordinairement, je veux dire, positive du risque, dans le sens d'affronter quelque chose qu'on peut éventuellement probabiliser, mais qui doit être un futur qui ne peut pas être prévisible, mais qui est porteur de ce qu'on va dépasser l'état présent pour aller dans la recherche, pour aller plus loin, pour découvrir du nouveau, donc la valeur positive de la nouveauté, et qui n'est pas une simple extrapolation du passé. Donc ça, c'est la valeur intrinsèquement et lourdement positive du risque et de la prise de risque et de l'attitude à l'égard du risque. Mais on voit aussi que ça n'est pas simplement une disposition personnelle, comme lorsqu'on vous demande dans une banque, alors, quelle est votre aversion au risque si vous voulez investir dans une action plus ou moins risqué, ou un portefeuille de valeurs, etc., etc. Ça, c'est des formules, mais ça ne marche pas comme ça. Évidemment, dans la recherche, c'est beaucoup plus complexe, et pourtant, c'est une valeur essentielle, cette notion de risque, ou moins probabilisable encore, d'incertitude, avec sa contrepartie. L'incertitude, c'est ce qui pousse les individus à se dire « j'y vais parce que je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est comme ça que ça m'intéresse ». Et de l'autre côté, la face évidemment plus sombre, c'est le risque d'échec, qui peut être extrêmement élevé. Mais il faut avoir ensuite à la fois les capacités personnelles et les capacités organisationnelles pour être résilient, pour surmonter ces épreuves et continuer. Et donc ajuster des structures de carrière, des structures d'équipe qui prennent en charge une partie, qui absorbent une partie de ces situations délicates et à rendement incertain et à horizon temporel éventuellement très non linéaire. Voilà des questions essentielles. Nous avons aussi vu beaucoup des présentations de techniques de recherche, de techniques d'expérimentation, d'outils d'expérimentation. La recherche, c'est ça, profondément. C'est le travail aussi sur l'invention de nouvelles techniques, de nouveaux outils, de nouveaux équipements, parfois gigantesques, parfois improbables, quand il s'agit de détecter les ondes gravitationnelles avec des échelles de mesure qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres, être capable d'imaginer des dispositifs techniques pour identifier ça et identifier les ondes gravitationnelles prédites dans des modèles théoriques il y a des dizaines d'années, c'est en soi une sorte de magnifique réconciliation entre l'ingéniosité théorique et l'ingéniosité pratique et technique et cumulative, évidemment. Et nous avons vu, par exemple, aussi ce que vaut le travail sur les données en archéologie et comment transformer le temps en couches d'informations, en sédiments, en traces. Voilà des questions essentielles. Nous avons aussi compris que la recherche et l'innovation sont des questions de collaboration, de synergie et entre équipes, entre disciplines, entre chercheurs et industriels, entre industriels eux-mêmes, parfois, des consortiums pour résoudre des questions majeures, entre pays. La collaboration internationale est l'internationalisation se fait de deux manières, par des réseaux infranationaux qui n'ont pas à être décrétés ou programmés par des pays. C'est la liberté des chercheurs de s'associer entre eux et de se déplacer à travers le monde, électroniquement ou physiquement. Et puis, ce sont des programmes qui sont mis en place à des échelles nationales ou supranationales. Et puis, nous avons vu des présentations de recherche à flux d'innovation. Et on en a vu encore aujourd'hui, et à énergie entrepreneuriale, autrement dit, des rôles doubles, pas simplement le chercheur dans son silo qui est je suis l'âme pure, perdu dans la prise de risque, etc., mais je suis aussi celui qui peut à un moment donné dire
je vais lancer une initiative, par exemple une start-up, ne serait-ce que pour enrichir mes moyens d'aller plus loin avec mes équipes, etc., etc. Ce sont des boucles aussi, ce ne sont pas des séquences simplement linéaires, ce sont des boucles. Et je peux apprendre de l'innovation quelque chose pour augmenter ma puissance de recherche fondamentale. On a même vu que dans la Silicon Valley, les universités de Berkeley et Stanford vont capter des innovations dont peut-être elles ont été la source antérieurement ou dans le monde universitaire plus largement, et elles vont s'en emparer et elles vont les remettre en mouvement à travers d'autres recherches fondamentales et d'autres innovations éventuellement. Donc voilà l'impression générale d'une architecture, d'un ensemble d'interventions. Je voudrais dire aussi que le colloque qui vous a été présenté et que nous avions organisé, il a été conçu par des collègues qui sont membres de notre petit gouvernement interne, ce qu'on appelle le bureau, ou le bureau élargi dans notre vocabulaire à nous du collège, et qui s'est mué en comité scientifique. On s'est dit, nous avons les forces pour collectivement construire un programme, et voilà, et c'est ce que nous avons fait. Et nous voulions un colloque, évidemment, à l'image de la diversité des disciplines qui sont représentées au collège et à l'image de la diversité des réseaux que les collègues ont avec les disciplines, de nombreuses disciplines, au-delà du collège et aussi au sein de notre petit gouvernement organisateur. Donc, vous avez vu des exposés sur la physique, les études grecques, les mathématiques, la chimie, la biologie, la littérature, les neurosciences, la création artistique, l'histoire des sciences et des techniques, l'archéologie, la sociologie et l'économie. Et je voudrais évidemment remercier beaucoup au nom de ce comité organisateur toutes et tous les intervenants au colloque et avoir un supplément de gratitude pour celles et ceux qui sont venus de loin. Ça, c'est un grand et un chaleureux merci que je veux leur adresser. Un des charmes d'un colloque à spectre disciplinaire large, c'est de voir opérer des approches à des échelles spatiales et temporelles extrêmement diverses. Et nous avons compris que les objets et les enjeux de la recherche pouvaient être planétaires, mais aussi subatomiques. Que la détection par interféromètre des ondes gravitationnelles se portait, comme je l'ai dit, sur des écarts de distance infinitésimaux au sens le plus fort du terme. Mais nous avons aussi, par la magie des emboîtements d'échelle, comme dans le cas du GPS, compris que la physique quantique, donc la physique des éléments subatomiques et de leur déplacement, permettait à des satellites de nous guider sur Terre au dixième de mètre près. Dans une autre métrique dont je viens de parler aussi, nous avons compris que la similitude entre des sujets humains et des sujets proches des humains, les singes par exemple, eh bien, c'est une métrique dont on peut essayer, apparemment on s'ingénie à vouloir contrôler la distance pour la maintenir tout en la diminuant et en favorisant une expérimentation qui, au fur et à mesure qu'elle diminue la distance, rend la sensibilité à l'égard de la proximité de plus en plus élevée. Nous avons aussi vu comment on peut déborder le cadre national dans beaucoup d'exemples, comme je l'ai dit. Il y a aussi ce motif de la temporalité qui était lui aussi très présent dans les objets de la recherche. Explorer des vestiges et des traces du temps humain, explorer des comportements à l'égard du temps. La recherche, c'est un comportement à l'égard du temps, profondément. On peut avoir, dans certains mondes, une impatience à l'égard de l'utilité des connaissances fondamentales, mais c'est une mauvaise conseillère, cette impatience, et on peut avoir aussi une urgence, ça a été rappelé, à inventer des conditions de soutenabilité du vivre humain, qui est une obsession extrêmement positive. La variété des disciplines n'était pas notre seul souci. Nous voulions aussi faire apparaître dans toute sa diversité la pratique de la recherche et dans son couplage avec l'innovation sous le prisme d'une grande variété d'acteurs et d'organisations. Des organisations publiques nationales et internationales, parfois de tailles très très différentes et de modalités d'agrégation très différentes, mais aussi des entreprises, des industriels, des tandems, recherche publique, start-up ou des tandems investisseurs, start-up. Je crois bien nous en a pris parce que les convergences autour de certains points clés
était apparente. La réaffirmation du rôle moteur de la recherche fondamentale, la compréhension de ce que c'est qu'une écologie sociale, scientifique et économique qui est nécessaire à la synergie entre la recherche et la production d'innovation, la coordination entre les acteurs de cette écologie sociale pour ce couplage recherche-innovation, notamment autour de la valeur positive de la prise de risque, mais au service d'objectifs de recherche dont l'importance est à la mesure de défis qui débordent de très loin une conception restrictive et utilitariste de l'invention à application prédictivement profitable. L'un des intervenants rappelait le mot de Newton, « trop de murs, pas assez de ponts ». Je crois que nos intervenants sont à bien des égards des bridge builders. Alors, il est plus facile d'établir des ponts quand un certain nombre de valeurs clés sont partagées des deux côtés du pont. Il est apparu un certain nombre de ces valeurs. La curiosité, un mot qui est revenu sans arrêt. La préparation au caractère non linéaire des activités de recherche, l'attention portée à l'élasticité temporelle extraordinairement variable des liens entre une recherche sans utilité apparente et ce qui, à plus ou moins long terme, peut se révéler être une profusion d'applications de très haute importance sur tous les plans. La valeur essentielle, j'en ai parlé, des réseaux de collaboration, et aussi la valeur attendue, mais non programmable, parce qu'elle est en partie une production très endogène au milieu scientifique, des indisciplines ou des approches multidisciplinaires. Réfléchir à ce qu'est l'activité de recherche et à ses liens avec l'innovation, c'est aussi se poser sans arrêt la question de l'innovation dans la pratique même de la recherche. De nouvelles méthodes, de nouveaux équipements, des données et des masses de données à sourcer, à documenter, à exploiter, à partager, des protocoles expérimentaux audacieux, des remaniements théoriques qui bousculent l'ordre scientifique établi. Tout serait évidemment beaucoup plus simple si on savait réduire l'incertitude sur ce qui a ou n'aura pas de valeur parmi toutes les pistes à explorer dans l'étude d'un problème. Mais l'imprévisibilité est une aubaine autant qu'une contrainte. Dans notre colloque, il était essentiel de se défaire de l'illusion que chacun, dans n'importe quelle science et discipline, depuis les humanités classiques et l'archéologie jusqu'à la physique des particules, sait bien ce que veut dire l'innovation et se défaire de l'illusion d'une valeur invariablement sacrée du principe d'innovation. La célébration du nouveau, a-t-il été rappelé ici, a son histoire et sa courbure. Et la conversion de l'innovation en une formule de progrès cumulatif apparaît parfois comme une naïveté aujourd'hui dans les arts, alors que c'était une doxa au temps confiant des avant-gardes. De même, la cumulativité ne dit pas la même chose dans les sciences qui se soucient de l'histoire des patrimoines matériels et culturels des peuples et de leur conservation et transmission, et dans les sciences qui font de la cumulativité des connaissances la preuve de la fongibilité de l'ancien dans le nouveau et du dépassement de ce qui a été incorporé et validé, le grand principe d'avancement de la recherche. Faire varier les contextes d'utilisation de la sémantique de la recherche et de l'innovation est très salutaire, je crois. Il faut de même faire varier les contextes d'utilisation des valeurs couplées de recherche et innovation pour comprendre que l'injonction d'innovation peut aussi devenir un moyen instrumental d'évaluation et d'évaluation à courte vue qui réduit la culture professionnelle de recherche à un standard trop commode. Si des valeurs comme la curiosité, la prise de risque, la liberté du chercheur de tâtonner sans lister des délivrables avant même le début du travail font consensus pour caractériser les conditions nécessaires de tout travail de recherche, nous avons aussi compris que l'exercice de ces principes est mis en tension avec la sélectivité des allocations de financement et l'engagement de responsabilité des financeurs publics ou privés qui s'estiment de manière différente, comptable de la rareté des ressources. On veut bien souscrire aux principes directeurs rappelés à l'instant, risque, liberté, imprévisibilité, originalité non prédictive, mais de manière conditionnelle de la part des financeurs, et parfois si conditionnelle qu'on n'y souscrit plus vraiment ou plus du tout. On entend alors murmurer
Qu'en penseront donc les marchés? Qu'en penseront les actionnaires? Qu'en penseront ceux qui se verraient bien attribuer des financements demandés par la recherche fondamentale, mais pour faire de toute autre chose? Pour sortir de cette opposition radicale entre recherche libre, indifférente à tout compte à rendre, pour préserver une absolue liberté d'un côté, et le pilotage instrumental des investissements dans des recherches suffisamment peu risquées pour écarter le spectre du gâchis de l'autre, nous avons vu se dessiner certaines lignes de force dans le colloque. Les grands projets qui mobilisent des moyens considérables à l'échelle nationale ou fortement internationale peuvent être conduits, mais de manière différente, dans des contextes publics, très grands ou gigantesques équipements parfois, ou dans des contextes de coordination d'acteurs publics et privés. Dans certains cas, c'est pour faire reculer les limites de la recherche fondamentale, de la connaissance fondamentale, en physique fondamentale par exemple. Dans d'autres cas, pour répondre à des défis de plus en plus pressants, en matière notamment d'énergie et de climat, et dans d'autres cas encore, pour coordonner de nombreux acteurs autour d'objectifs ambitieux. Envoyer un homme sur la Lune, vaincre le cancer, par exemple. Dans les exemples qui ont été exposés, par exemple dans la table ronde de mercredi soir et aussi dans les 2 journées qui ont suivi, on comprend bien aussi que l'écologie de la recherche fondamentale qui a été constituée, beaucoup d'acteurs, des modes de coordination complexes, de l'indépendance dans l'interdépendance, engendre des flux d'innovation à tous les stades, pour construire les équipements et les consortiums, et au fur et à mesure des collaborations, des interactions, des dérivations de certains objectifs. Nous pouvons certes opposer des équipes de grande taille et de petite taille dans la recherche, mais nous devons aussi comprendre qu'il y a de l'imprévisibilité dans ce que produisent les réseaux d'échange eux-mêmes et de coordination entre les acteurs et entre les différentes catégories d'acteurs, chercheurs publics, chercheurs privés, développeurs, industriels, disciplines différentes, qui sont mobilisés sur des projets. Dans ce cas, l'innovation est un mécanisme endogène de l'échange et de la collaboration et pas une injonction ou un processus d'application une fois la découverte établie et stabilisée. Dans un colloque comme celui-ci, l'occasion est donnée de faire apparaître, et de manière parfois solennelle et dramatique, le sentiment de responsabilité des chercheurs. Pas seulement pour rappeler qu'il faut protéger les principes directeurs de l'entreprise ardue d'invention, éventuellement dotée de valeurs très supra-individuelles, mais aussi pour démontrer calmement, précisément et fermement ce que sont les coordonnées scientifiques des défis planétaires. Face aux défis majeurs que sont la soutenabilité des modèles de développement économique, la crise climatique et écologique et les scénarios de transition vers des énergies plus abondantes et plus propres pour une population mondiale en forte croissance, ou encore le défi de la concentration d'une majorité de population non plus dans des villes, mais dans des mondes urbains, il n'y a pas beaucoup à hésiter. Quand il faut coordonner l'impératif de recherche et celui du développement des connaissances produites par la recherche, l'innovation prend les couleurs d'une responsabilité sociale et pas simplement d'un impératif économique. Schumpeter distinguait 5 formes d'innovation. L'innovation de produits, l'innovation de procédés, l'innovation de mode de production, l'innovation de débouchés et l'innovation de matières premières. On doit pouvoir lui ajouter l'innovation de responsabilité. Une façon de dire que l'entrepreneur innovateur n'en est pas la seule partie prenante. Merci à tous.